Et quand je suis à la maternité, que Axel vient au monde, quelques jours après, je réponds de nouveau et déjà à des mails. Je reviens à la maison le 4e jour parce que j'accouche par voie basse, donc je sors assez rapidement. Et très rapidement, non, je ne reprends pas de rendez-vous, mais je réponds à des mails, je gère des choses, etc., etc. Et c'est pas une corvée, c'est pas quelque chose qui me demande un effort. C'est quelque chose de normal que je fais quand Axel dort, quand Axel est avec son père, quand Axel est avec ses grands-parents, et que moi, je n'ai pas à ce moment-là besoin de me reposer, ou de l'allaiter, ou d'être avec lui. C'est quelque chose qui me vient très naturellement parce qu'encore une fois, c'est un métier, mais c'est moi. Donc c'est naturel, encore une fois, ça s'inscrit spontanément dans mon quotidien. La naissance d'Axel, ce qu'elle va bouleverser, c'est mon état d'être. La gynécologue, à l'époque, me dit, vous savez, Madame Mariotti, vous avez fait un épisode dépressif assez sévère en 2004, donc j'avais 24 ans, et vous souffrez de troubles anxieux. Je vous recommande d'aller consulter un psychologue spécialiste de la parentalité avant la naissance de votre fils, parce que vous avez le profil du genre de maman qui peut faire une dépression du postpartum. Alors, la dépression du postpartum, c'est différent du baby blues. Le baby blues, c'est quelque chose qu'on ressent pendant quelques jours après la naissance de son enfant, dû majoritairement, a priori, à la chute hormonale que l'on subit. La dépression du postpartum, c'est quelque chose qui s'installe sur la durée, et même quand les hormones se remettent un petit peu en équilibre, ça persiste. Moi, ma dépression du postpartum, elle va durer 1 an et demi. 1 an et demi de cauchemar absolu. J'ai vécu des drames, des tragédies, des périodes difficiles dans ma vie, mais celle-là, elle reste particulière dans mon existence, parce que la naissance d'un enfant, c'est une bombe thérapeutique. Et j'avais beau avoir entamé des thérapies depuis l'âge de 16 ans, et j'accouche de mon fils, j'en ai 33, j'avais beau avoir énormément appris, avoir énormément compris, avoir énormément évolué, et bien d'un point de vue psychologique et psychique, je n'étais pas encore prête à accueillir un enfant. Je l'étais humainement, je l'étais en tant que femme, je l'étais en tant que mère, si tu veux, mais devenir responsable d'un autre être vivant que moi, c'était trop pour moi. Ça me déborde littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma dépression du postpartum, elle peut se matérialiser de différentes manières. Chez certaines femmes, le lien d'amour ne se crée pas. Moi, c'est pas là que ça vient taper. Moi, le lien d'amour se crée très fort, très vite, enfin immédiatement d'ailleurs. Je me rappelle que lorsque la sage-femme met Axel sur mon ventre, la première chose que je dis, c'est il est gentil. Je le vois et je ne m'étais pas trompée, tu vois. Mais en fait, moi, ça vient taper sur mes angoisses, évidemment. Hein, ça vient taper sur les faiblesses pathologiques, en tout cas les miennes. Je passe mes jours et mes nuits à m'angoisser en me disant à quel point je suis une mère incapable qui va tuer son fils parce qu'elle lui aura mal changé sa couche. Ça va jusque-là. Donc, on est vraiment dans un délire absolu puisque Xavier, le père de mon fils, nous vivions ensemble à l'époque. Entre-temps, on s'est séparés, mais aujourd'hui, on a une très, très, très bonne relation amicale et de coparentalité. Me voit à 4 heures du matin, à genoux devant la baignoire, en train de faire semblant de changer des couches parce que il fallait que je change la couche parfaitement. Donc, on est vraiment, je rentre dans un délire absolu où j'écoute Axel dormir la nuit, je le surveille, je regarde la journée, tout ce qu'il mange, et enfin, tout devient source d'angoisse et de peur absolue. Donc là, je sombre. Et le psy qui me suit à l'époque me dit, Madame Mariotti, il faut prendre des médicaments, il faut prendre des médicaments, il faut prendre des médicaments. Et comme j'allais Axel, moi, jusqu'à l'âge de 9 mois, et que je suis persuadée que si je prends des médicaments, je vais abîmer mon fils, ou que si j'arrête d'allaiter, je vais abîmer mon fils, je suis coincée. Il a beau me dire, on a 20 ans de recul, les médicaments qu'on propose n'ont pas d'effet sur l'enfant, etc. Je ne crois personne. Et je guéris 1 an et demi après, le jour de la Sainte-Lucie, donc un 13 décembre, parce que j'ai arrêté d'allaiter et que j'accepte enfin de prendre ces médicaments. Il me donne l'ordonnance. Je vais, en descendant du cabinet, tout de suite à la pharmacie. Je mets l'ordonnance sur le comptoir. Je demande à la pharmacienne de me donner un verre d'eau et je prends le comprimé d'antidépresseur sur ce comptoir dans cette pharmacie. Je sors de la pharmacie et je guéris. Enfin, évidemment pas grâce aux médicaments parce qu'il n'a même pas encore atteint mon estomac à ce moment-là, mais grâce au fait que je reconnais que je suis malade et que j'ai le droit d'avoir de l'aide et que de prendre un médicament, ce n'est pas faire preuve de faiblesse ou de folie, tout simplement. Pendant cette période, parce que tu me dis que ça dure 1 an et demi, c'est ça? Tu mets tout le reste en pause? Tu mets ta vie professionnelle en pause? Tu arrêtes? Non, pas du tout, je continue justement, ce qui est une erreur.
parce que justement l'angoisse et la culpabilité m'habitent tous les jours, me hantent et m'accompagnent jour et nuit. Et même si j'aurais pu financièrement arrêter de travailler, je ne le peux pas psychologiquement. C'est-à-dire que je m'emprisonne moi-même dans ma propre cage. C'est-à-dire qu'au lieu de passer le temps que j'ai de répit à prendre soin de moi, parce qu'à ce moment-là, c'est la seule chose à faire, Élodie. À ce moment-là, c'est la seule chose à faire, c'est-à-dire me donner de l'amour et faire preuve de compassion. Eh bien, moi, je me tape dessus au sens figuré, en me disant que je suis nulle, que je suis une mauvaise mère, que si en plus j'arrête de travailler, je serai une mauvaise professionnelle, etc., etc. Donc, je n'arrête pas de travailler. Wow. Donc, la journée, je travaille, je m'occupe des autres. Je ne m'occupe pas de moi. La nuit, je ne dors pas. Je fais des crises d'angoisse sur crises d'angoisse en permanence. Donc, je sombre. Je sombre littéralement dans un gouffre sans fond. Un trou noir qui aspire toute la lumière. Et comment ça se passe avec ton fils pendant ce moment-là? Est-ce que tu arrives toujours à t'occuper de lui? Est-ce que du coup tu prends du recul? Est-ce que c'est compliqué pour toi de le prendre dans les bras? Comment ça se passe? À ce moment-là, quand je prends Axel dans mes bras, il refuse d'être contre moi. Je pense qu'Axel ressent toute mon angoisse et la refuse, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui est extrêmement affectueux et extrêmement câlin. Et moi, j'ai commencé à avoir des câlins de mon fils très tard, quand j'ai accepté de me soigner, de me faire aider, donc de prendre ces fameux médicaments et accepter que j'étais tout simplement malade. Et je me rappelle qu'Axel, à peine il commence à pouvoir tenir sa tête, si je le prends dans mes bras, tu vois, au lieu de poser la tête sur mon épaule, il se redresse, il se tend, il s'arc-boute en arrière, c'est-à-dire qu'il refuse le contact, parce qu'il sent que justement, je ne suis pas en contact avec lui. Je suis en contact avec lui par mon amour, mais je ne suis pas en contact avec lui parce que mon mental et mes peurs font barrière. C'est une sorte de bouclier, c'est-à-dire que je suis plus en contact avec mes peurs qu'avec mon amour. Et en tout cas, il le perçoit. Et donc, il refuse le contact physique, en tout cas avec moi. Axel est un enfant tout à fait normal, en revanche, dans son développement, parce que il a la chance, je mets d'énormes guillemets parce que je crois ni au hasard, mais il a la chance d'avoir un papa qui va bien, d'avoir une grand-mère et un parrain qui s'occupent de lui quotidiennement. Je suis très 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 soutenue par mon entourage familial. Ça ne veut pas dire que j'en profite pour dormir, me reposer ou faire des choses pour moi. Hein. C'est-à-dire quand ma mère est là, elle s'occupe de mon fils, je regarde ma mère s'occupe de mon fils. Hein. On est très très loin de, tu sais, les conseils qu'on nous donne, des quand il dort, la journée dort. Non, on est incapable de ça. Pendant 3 mois, je ne sors pas de chez moi, hein, absolument pas de chez moi. C'est-à-dire même pas pour aller à la boulangerie. Je ne sors pas de mon domicile. Je reste enfermée jour et nuit dans la prison où je me suis construite toute seule, hein, dans ma tête. Et Axel, lui, est un enfant qui se développe normalement, qui prend soin le sein, qui à partir de 5 mois fait ses premières nuits, qui fait des siestes, qui a un peu des reflux comme tout le monde, mais qui passe assez rapidement, qui pleure pas plus que la moyenne, qui est éveillé, qui est souriant, enfin, tu vois, c'est un enfant qui a un développement parfaitement normal. J'aime pas dire enfant normal, mais je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Lui ne semble pas subir, en tout cas à ce moment-là, de troubles de la sécurité, de troubles de l'attachement, de troubles de l'affection, etc. D'abord parce que je pense que malgré toutes mes peurs, il sent le profond amour que j'ai pour lui. Et puis parce qu'il a cet entourage de ce parrain, de cette grand-mère et de ce père qui sont là et qui, oui, je le dis, compensent, apportent de la stabilité que moi, je ne lui apporte pas. Parce que comme je suis en insécurité permanente, forcément, je ne suis pas sécurisante pour lui, tu vois.